Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Christophe Guilluy. Bonjour. Dans ce contexte politique et social tendu, on va prendre, si vous le voulez bien ce matin, un peu de recul avec vous sur la situation. Crise politique, crise de régime, crise institutionnelle ou plus largement crise de société. Il est difficile d'appréhender le moment que nous vivons. Que diriez-vous pour qualifier vous-même pareille situation ? Ce qui est drôle dans toutes les expressions que vous venez de prononcer, c'est qu'on a l'impression de les avoir déjà entendues en réalité, quoi. C'est-à-dire que crise politique, crise sociale, on a l'impression comme ça d'un Barnum qui revient à espace régulier, avec finalement des interprètes, le camp politique, le camp syndical, puis on a l'impression que ça gronde et que finalement après tout rentre finalement dans les clous, et finalement je me dis mais on loupe peut-être l'essentiel à chaque fois. C'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que bon, par exemple cette réforme des retraites, très largement rejetée, hein, je crois qu'on a très largement compris. Et la question c'est pourquoi ? Alors on peut se titiller sur le fétichisme des chiffres, hein, le 64 ans, 62, 63, 64, 65, bon. Ou alors effectivement la question des actifs et des cotisants, etc. Tout ça est vrai, je suis pas en train de nier. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que j'allais dire que c'est encore une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut toujours replacer ces contestations, qu'elles soient d'ailleurs dans la rue, sociales ou politiques, dans le point essentiel, enfin qui est pour moi essentiel de ces 30, 40 dernières années. C'est-à-dire le choix d'un modèle économique qui allait mettre au bord du monde, finalement, de côté l'essentiel de la société. Quand je dis l'essentiel de la société... La majorité pour vous. Voilà, alors c'est la majorité, d'ailleurs terme qui est devenu presque un gros mot. Quand vous dites majorité, tout de suite, immédiatement, on dit, mais qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que c'est comme le peuple, hein, on ne sait pas ce que c'est, etc. Une espèce d'invisibilisation même du concept même. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir des années 80, bon, ce qu'on a appelé le virage libéral, finalement on a décidé que la classe moyenne, les classes populaires en Occident, puisque c'est très spécifique à l'Occident, étaient devenues trop chères payées et trop protégées. Ça, c'est le point de départ. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'à partir du moment où on choisit un modèle qui est la division internationale du travail, hein, on va faire travailler les Chinois à notre place, par exemple, bien évidemment, ceux qui sont là sont en trop. Et c'est pour ça que la symbolique géographique, pour moi, était évidemment Essentiel, très parlante. C'est que la majorité de ces catégories-là vivent aujourd'hui de l'autre côté ce que j'appelle les temples du néolibéralisme, que sont les grandes villes. Mais ça veut dire, Christophe Guilluy, qu'à l'aune de cette crise amplifiée par les réformes des retraites, c'est en fait le réveil des dépossédés, ces gens ordinaires, hein, je mets entre guillemets, comme vous les qualifiez. Autrement dit, c'est la classe moyenne majoritaire qui est dans la rue, qui continue de dire non à un certain modèle. Bien sûr, classe populaire, classe moyenne, des dépossédés. Je cherchais depuis très longtemps le concept pour dire cette contestation, parce que il faut pas se tromper. C'est-à-dire que nous ne sommes pas face à des mouvements sociaux qui ressemblent aux mouvements sociaux des 19 et 20e siècles. On n'a pas là des gens qui viennent demander de nouveaux droits. Ils viennent pour dire nous sommes actuellement dépossédés de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Nous souhaitons que tout ça s'arrête. Nous souhaitons revenir au centre, un centre symbolique, hein, pas seulement géographique. Et cette contestation-là, vous la retrouvez bizarrement dans l'ensemble des pays développés. Donc il n'y a pas de hasard. On a bien là des gens qui sont dans une contestation pour nous dire non pas, nous ne voulons pas forcément le monde de demain, hein, le monde de demain dont les médias parlent tous les jours, etc. Enfin, essentiellement les catégories supérieures d'ailleurs. Mais nous voulons que le monde d'avant perdure. Donc ce ne sont pas de nouveaux droits. C'est finalement garder ce qu'il y a de plus précieux pour ces gens ordinaires. Christophe Guilluy, là je reviens au centre de ce que vous avez théorisé, mais en face, vous entendez ce qui est dit, ce qui a été dit par le président de la République et rappelé, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative. Que pensez-vous de cet argument ? Je vais le dire en anglais parce qu'on se rappelle de cette fameuse phrase, hein, There is no alternative. Alors, there is no alternative, le fameux TINA, joli nom féminin d'ailleurs, pour dire en fait,
Voilà, nous avons choisi un modèle et il est hors de question de revenir sur cette décision. Nous, éventuellement, nous signerons quelques chèques quand la contestation sera un peu forte. Nous ferons un peu de péréquation sur les territoires. Mais il est hors de question de changer. Mais changer quoi? Alors, quel modèle? Comment vous le qualifiez? Ce modèle, c'est le modèle néolibéral, tout simplement, qui est inscrit justement dans la division internationale du travail et qui est le modèle finalement le plus simple. Pourquoi je dis le plus simple? C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand on est un peu rationnel, on a compris que le modèle que la technostructure française avait porté d'organisation des territoires, c'est celui de la métropolisation, était à bout de souffle. Je veux dire, concentrer tout l'emploi dans quelques lieux est absolument absurde, surtout que dans le même temps, on désindustrialise. Ne pas oublier une chose, c'est que le contexte dans lequel se font ces réformes, on appelle ça réforme. En réalité, il s'agit de déposséder, de détricoter. Quand on réforme aujourd'hui, en fait, c'est une forme de dépossession. La réforme actuelle, celle des retraites, c'est typiquement cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de dire, voilà, nous avons un modèle qui est pertinent parce qu'il crée de la richesse, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que le modèle métropolitain ou en tout cas le néolibéral ne crée pas de richesse, sauf que c'est un modèle qui ne fait pas société dans le sens où il n'intègre pas le plus grand nombre. C'est ça la grande supercherie, c'est qu'à partir du moment où vous choisissez un modèle basé sur la désindustrialisation et la concentration vers quelques emplois très très qualifiés, vous allez laisser de côté. Pourquoi vous allez laisser de côté? Parce qu'un pays qui n'est pas industriel est un pays qui n'est pas égalitaire. Sans industrie, je rappelle quand même que l'industrie aujourd'hui, pour ce qu'il en reste, parce que je veux dire, c'est moins de 10% du PIB, ce qui est complètement dingue. On peut dire que la France n'est plus un pays industriel. Donc d'ailleurs, il va falloir compenser. Comprendre la réforme néolibérale qu'on vit actuellement, c'est la replacer dans un contexte. Le contexte de la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est 9% du PIB qui correspond à l'industrie, aux emplois industriels, et de l'autre, un surendettement. Parce que bien évidemment, si vous n'avez plus de travail, il faut compenser, donc il faut s'endetter. Je rappelle simplement un chiffre pour bien comprendre le contexte actuel. Nous empruntons chaque jour sur les marchés financiers 740 millions d'euros. Donc, si vous empruntez ce que vous gagnez dans le mois, chaque jour, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Donc, on voit bien que finalement, Bercy, comme le gouvernement, et puis ceux qui les ont précédés, évidemment, n'ont en fait qu'un objectif en tête, tenir, et j'allais dire la préoccupation première des gouvernements aujourd'hui, c'est de satisfaire la notation financière des marchés financiers. Parce que quand vous êtes à ce point dépendant, c'est toujours la même histoire. Mais quand vous tendez la main, il y a bien une main au-dessus, en dessous. Mais Christophe Guilluy, tenir avec quelle situation du pays, à la fois politique, sociale? Vous avez théorisé la dépossession culturelle, mais s'agit-il aussi dans ce cas d'une dépossession politique? Puisqu'on voit bien une offre politique qui se réduit de plus en plus, parfois à des segments de marché. Bien sûr, ça va avec. J'allais dire qu'à partir du moment où on a fait le choix, parce que néolibéralisme, c'est un bien grand mot pour dire finalement moins d'État, moins de biens communs, et puis plus de marché. Donc c'est le marché. Quand vous êtes comme ça collé aux logiques de marché, vous êtes finalement collé sur une logique de segmentation. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Le marketing, c'est de faire finalement des panels. Or, la société française, et alors c'est pas spécifique, j'allais dire au gouvernement Macron, on peut dire que c'est spécifique à l'ensemble des experts, analystes d'aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup de monde quand même. Oui, ça fait beaucoup de monde. On voit la société, puisque le bien commun n'existe pas, finalement comme un petit marché avec des segments socioculturels. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la classe politique ces dernières années? Des partis politiques qui se sont adressés à des clientèles. Sauf que, évidemment, quand vous vous adressez à des clientèles, vous n'avez aucun dessein politique pour la majorité. Donc attendez, ça veut dire qu'aucun parti politique aujourd'hui ne fait le bon diagnostic de cette majorité populaire, de ces gens ordinaires dont nous parlons depuis le début de cet entretien. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça rapporte pas grand-chose.
C'est-à-dire que vous avez là des catégories populaires. Ça peut rapporter l'apaisement du pays quand même. C'est pas rien. Ce serait l'intérêt général. C'est évidemment ce que je pense. Vous voyez, vous pouvez avoir. On parle beaucoup de la question du morcellement, etc. Je rappelle que De Gaulle nous parlait de cette France et ses 350 fromages. Oui. Donc la question de la diversité, des tensions à l'intérieur de la société n'est pas nouvelle. Sauf qu'il y avait une grande différence, c'est qu'à l'époque, ces élites-là avaient quelque chose de très précieux auquel elles croyaient, c'était le bien commun. Ce qui veut dire que oui, je peux avoir un pays très, très fracturé, très divisé, mais voilà, à partir du moment où je suis capable de dessiner un projet collectif, alors je peux entraîner cette majorité ordinaire. Donc ces élites-là, il y a quelques années par rapport aux élites ou pseudo-élites ou les élites autodésignées aujourd'hui, celles d'aujourd'hui, plus largement en politique, industrielle, peut-être aussi médiatique, évidemment, n'ont plus en tête et comme boussole l'intérêt général, l'intérêt commun. Je ne crois pas. C'est-à-dire que à partir du moment où, quand vous évoquez même la question des classes populaires, vous êtes diabolisé. C'est votre cas. Oui. À chaque fois que vous parlez de ce sujet, on vous dit... Moi, j'ai parlé justement de la répartition dans l'espace des catégories modestes. D'ailleurs, je pensais que c'était totalement anodin. Je pensais faire un travail assez basique. D'un constat, en réalité. Et oui, j'ai créé quelques tensions. Pourquoi ? Parce que, quelque part, je leur enlevais le pain de la bouche. C'est-à-dire qu'il y avait là cette idée que la majorité invisible, en fait, c'est celle qui fait la société. Donc, si vous ne vous y intéressez pas, bien évidemment, ça pose un immense problème. Qu'on ne comprenne pas cette majorité ordinaire, c'est une chose, mais il ne faudrait pas aussi la mépriser. Je vous pose la question, est-ce que celui qui est quand même à la tête de notre pays aujourd'hui, Emmanuel Macron, a un lien avec cette majorité ordinaire, la considère au sens de considération et même de respect ? La question du mépris de classe, elle est évidente. C'est-à-dire qu'on a un double processus, j'allais dire. On a un processus de sécession des élites, qui est devenu la sécession finalement de la bourgeoisie d'aujourd'hui, ce que j'appelle la bourgeoisie cool. On se claque mûr dans des citadelles. C'est-à-dire cool en apparence, qui se donne des airs cool. C'est-à-dire tenant le discours de l'ouverture au monde et aux autres, et se claque murant dans ce que j'appelle les nouvelles citadelles du XXIe siècle, que sont les grandes métropoles. Donc vous avez un processus de sécession, et derrière tout ça, évidemment, une forme de mépris de classe. Et ce qui est très important dans ces logiques-là, c'est de tenir la carte, tenir la représentation. Quand vous imposez votre représentation, et c'est ce qui m'est arrivé justement avec la France périphérique, puisque la France périphérique, c'est les conséquences du modèle néolibéral. Donc ça, il ne faut pas le voir. Donc il fallait être, et d'ailleurs toute la technostructure est pour la métropolisation et l'organisation des territoires autour de ces grandes villes. À partir du moment où vous commencez à montrer cette réalité, il y a la technique de diabolisation. Et je rappelle toujours que la technique de diabolisation, on croit toujours que ça s'adresse à l'extrême droite ou aux populistes, etc. C'est archi faux. Il s'agit de diaboliser le diagnostic des gens ordinaires. Et si un chercheur, un journaliste, un comédien vient à porter ce diagnostic, il sera immédiatement diabolisé. C'est pour ça que je donne toujours cette image qui a été un peu reprise, mais je dirais que si demain le Dalai Lama venait à se présenter avec un programme souverainiste de défense des classes populaires, il serait diabolisé, voire extrême droitisé. Il serait taxé, évidemment, il serait diabolisé et on le considérait comme quelqu'un de très intolérant. Mais évidemment. Alors comment, Christophe Guilluy, pour conclure, comment on peut retrouver aujourd'hui une élite ou des élites au service de la majorité ? Est-ce que c'est encore possible ? Et est-ce qu'on peut encore retrouver ce chemin d'un projet de vie commun avec un attachement réel au bien commun ? Mais bien sûr, c'est-à-dire que pour cela, il y a deux choses. C'est bien considérer que ce qui est en jeu n'est pas seulement une question sociale, mais c'est aussi une question existentielle. C'est pas seulement une question existentielle, c'est aussi une question sociale. Donc, ce qui se joue en ce moment, c'est existentiel. Bien sûr, évidemment. On ne l'a pas du tout entendu dans le débat. Moi, je n'ai entendu que des chiffres, par les chiffres, pour les chiffres. La question de la dépossession, c'est ce que j'ai essayé de dire. La dépossession, elle est sociale, elle est politique, elle est aussi culturelle. C'est-à-dire que c'est la place que vous avez dans une société. Or, les gens ordinaires, la majorité ordinaire a compris une chose, c'est qu'elle n'avait plus sa place, en tout cas dans les discours. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place dans la société. Ce sont encore ces catégories-là qui portent la société. La
société, elle est là. Je veux dire, elle n'est pas ailleurs. Donc, il y a simplement, c'est facile, un petit truc à modifier, c'est de retrouver des élites, parce que on taxe toujours les classes populaires d'anti-élitisme. Alors, derrière, vous tirez le fil, ça veut dire anti-intellectualisme, enfin bref, ça veut dire abruti. Non, les gens sont contre les élites contemporaines, celles d'aujourd'hui. Je donne toujours ces deux exemples. Un, économico-social, les élites qui ont fait le gaulo-communisme, donc le grand aménagement industriel de la France d'hier, c'était l'hyper-élite française. Puis je donne un exemple toujours culturel, qui est ce film que j'aime beaucoup de Jean Renoir, La Bête humaine, qui montrait la complexité d'un personnage, d'un cheminot, en l'occurrence, avec amour, bienveillance et complexité. Quelque chose de... Jean Renoir, fils d'Auguste. On n'est pas, on est quand même dans l'hyper-élite culturelle. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que la question d'aujourd'hui qui est posée, c'est les élites là d'aujourd'hui. C'est pas l'élitisme en soi. C'est très important. Donc, un chemin existe malgré tout. Merci Christophe Guilluy d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée à vous. Et je vais rappeler le titre de votre dernier ouvrage, Les dépossédés chez Flammarion, au cœur de l'actualité. On l'aura compris. Merci encore. Merci.